Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Course-poursuite meurtrière et télévision sanglante, nous allons parler du dernier film d'Edgar Wright qui n'est d'autre que Running Man. So, ladies and gentlemen, it's showtime! Mes amis, afin de survivre à l'émission la plus sensationnelle auquel vous avez jamais eu l'occasion de participer, je fais appel aux fidèles et surtout courageux candidats qui ont accepté de venir ici, tout simplement les chroniqueurs. Et nous commençons par la toute nouvelle chroniqueuse ici à Radio Ciné, qui est Chloé Lucas. Salut Chloé. Salut James, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir, ravi de te voir ici. Et nous avons les fidèles chroniqueurs également, Tom Dalem et Thomas Ramsden, que vous avez l'habitude si vous nous suivez. Salut les gars. Salut, rien à dire, je suis content d'être là. Content quand même, ça fait un mois. C'est vrai, ça fait un mois. Hein. Non mais je suis content, nouvelle émission, nouveau sujet de discussion, pardon. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, je sors la cravate. Donc voilà, c'est un jour spécial et j'ai hâte de discuter du film. La cravate pour Running Man, c'est un peu ironique, mais en tout cas, on va se régaler. Comme le costume que tu as, très ironique. Oui, mais moi, c'est le costume, puisqu'on se pose c'est le costume du présentateur fidèle de l'émission. Il y a aussi un présentateur dans Running Man. Mais justement, on se disait qu'il y avait justement un écho qui se faisait, donc c'était très drôle. Mais avant de commencer, les amis, n'oubliez pas de nous suivre. On est sur tous les réseaux. Alors, je vais pas les citer un par un, mais sachez qu'on est bien sûr en format podcast. Donc, ça, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, etc., sur les réseaux sociaux et également, bien sûr, aussi sur YouTube. Il y a beaucoup de nous suivent sur YouTube ou en direct sur Twitch, en live, sur Twitch. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, etc. C'est un petit geste anodin, mais nous, ça nous donne beaucoup de force. Donc, merci pour ça. Alors, souvenez-vous, le dernier épisode de Radio Ciné, il portait sur Conjuring, c'était le tout dernier film de la saga Conjuring. Et aujourd'hui, nous allons donc mettre à l'honneur Edgar Wright, un réalisateur anglais, britannique, on ne cite plus, et son dernier film d'action, Running Man. Alors, qu'est-ce que Running Man ? Running Man, c'est l'adaptation d'un roman, le roman du même nom, par Stephen King, le fameux Stephen King, le célèbre auteur. Ce livre a été publié, donc c'était sous le nom Richard Bachman en 1982, et cette œuvre avait déjà une adaptation en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Alors on va passer sur le plan large pour que vous voyez quand même, on a un tableau, on vous l'a mis Arnold Schwarzenegger ici en bas à droite dans donc l'adaptation de 87 avec Schwarzenegger. Sur le plan large, voilà. Avec quelques livres de Stephen King, etc. On s'amuse toujours pour les petites décos. Donc c'est un plaisir. Le film est sorti en novembre 2025, que ce soit au Royaume-Uni ou en France. Littéralement, il y a 2-3 jours, il est sorti ici en France et on a déjà eu tous l'occasion de le voir. Certains à des avant-premières, donc on en parlera. De toute façon, on n'avait pas le choix de le voir, de toute façon. On n'avait pas le choix parce qu'on avait choisi de faire sur ce film-là depuis un bon bout de temps. Donc, c'est un plaisir. Parmi les acteurs, on a Glenn Powell qui joue donc Ben Richards. Alors, on va faire quand même un rapide synopsis du film pour que vous ayez une idée, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que parfois ça arrive. Nous avons également Josh Brolin qui joue Dan Killian, ainsi que Coleman Domingo pour Bobby T qui est le présentateur. Donc, petit pitch du film. Dans un futur proche, nous avons les Running Man. Running Man, c'est l'émission vedette, un jeu de survie brutal où des candidats qui s'appellent les runners doivent fuir pendant 30 jours afin d'échapper à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé, puisque, on va le répéter plusieurs fois, mais c'est des personnes, les candidats qui sont filmés en permanence. Et le survivant remporte, bien sûr, sinon... Pourquoi ? Une très importante somme d'argent. Donc ici, nous suivons le personnage principal qui s'appelle Ben Richards, qui est un ouvrier inscrit sur liste noire dans les bidonvilles de Co-op City, avec sa femme Sheila et leur petite fille Cathy. Et ils sont en fait incapables de payer tout simplement les médicaments pour sauver leur petite fille. Donc c'est pour cela que Ben participe au jeu télé. Au départ, il ne voulait pas participer au Running Man, mais finalement, il se trouve malgré lui sélectionné pour participer à l'émission phare meurtrière. Running Man. Donc tout de suite à la régie, on va vous mettre quand même le teaser du film que vous attendez et on vous retrouve juste après. C'est parti pour le
teaser. Welcome to the Running Man. Survive the world's deadliest game show. Walk away with $1 billion. That's actually not true. No one has ever survived. We know a way to beat it, but we have to work together. The biggest underdog win in game show history. Okay, you ready? It's gonna work. I can't just let you win this game. I need weapons and a disguise. Holy shit. Is that C4? BFE, big fucking explosion. I'm gonna burn this building down. That's the spirit. The Running Man, only in theaters. Friday. Get tickets now. En revisitant le roman de Stephen King à l'ère de l'IA et de la surveillance généralisée des divertissements, Running Man soulève une interrogation brûlante. Cette nouvelle adaptation parvient-elle vraiment à éclairer notre présent ou ne fait-elle que reproduire des peurs que nous connaissons déjà ? Nous avons parlé longuement en évoquant d'autres films, en évoquant la littérature. Vous avez vu donc le Running Man il y a très peu de jours, il me semble hier et avant-hier, puisqu'il est sorti il y a 3 jours. Chloé, on a fait... alors moi j'ai fait 2 séances. La première c'était avec Edgar Wright. Excuse-nous. C'était génial, c'était au pâté. Et la deuxième on l'a fait ensemble. Est-ce que tu as un premier mot à dire sur ce visionnage de Running Man? Globalement, ça reste un film d'action. C'est pom-pom, il y a des éblouissements partout. C'est un montage très dynamique. Je pense que ça m'a plu, ce côté spectaculaire. Après, évidemment, il y a des thèmes plus développés que tu as mentionné juste avant. Notre société hyper axée sur l'image. Totalement. L'image, l'IA, tout ça qu'on va évoquer. Et ça, voilà, à voir dans le détail, est-ce que vraiment ça t'a convaincu ou pas? Ça m'a convaincu. Mais ça t'a convaincu quand même? Oui, je pense que c'est ce qui m'a le plus convaincu dans le film, en vérité. Génial. Alors, il me semble que Tom, à l'inverse, tu es plus mitigé déjà sur... Moi, j'ai trouvé le film globalement sympa sans plus. Si on peut vite fait parler de la filmographie d'Edgar Wright. Oui. Moi, j'ai vu la trilogie Cornetto. D'accord. J'ai vu Baby Driver, Last Night in Soho et du coup Running Man. J'ai pas vu ses autres films. Et moi, j'aime beaucoup ce réalisateur parce que je trouve qu'il est très fort en mise en scène, bien que sur celui-ci, je trouve qu'il a perdu un peu de sa patte, on va dire. Je sais pas pour quelle raison, mais je le trouve beaucoup moins intéressant que les autres films. C'est un sujet entier qu'on va évoquer. Je trouve qu'en fait, depuis Baby Driver, Baby Driver, c'est son dernier vraiment excellent film où j'ai vraiment été très très convaincu par ce qu'il avait fait. C'était 2017, Baby Driver. Ouais. Donc ça fait déjà quasiment 10 ans. Quoi. C'est vrai, putain, ça passe vite. Et Last Night in Soho, moi, ce que j'ai pas aimé dans ce film, c'est plus le côté scénario, des choses liées au scénario que je retrouve dans Running Man aussi. C'est des petits... Enfin, je trouve qu'il y a des similarités en termes d'écriture. Où je trouve que c'est des erreurs d'écriture pour moi. Avec Running Man, alors on va en parler parce que justement Running Man c'est quand même une adaptation de Stephen King. Là, oui, mais la statistique c'est autre chose, mais purement scénaristique. Et du coup, Running Man, j'ai trouvé que c'était sympa, mais sympa mais sans plus. Oubliable dans sa filmographie perso. Alors, pour ce qui est d'Edgar Wright, donc on précise là, Tom vient d'évoquer la trilogie Cornetto, il a évoqué plein d'autres films d'Edgar Wright, on va en parler plus précisément, même pour ceux qui connaîtraient peut-être pas ce réalisateur ou ses autres films. Ça va être un point entier, donc on va le développer, merci d'avoir déjà parlé de ça. Et Thomas, pareil, il me semble que tu l'as vu hier, donc toi le film. Tout à fait, et en soi je l'ai apprécié. C'est un film que j'ai aimé voir, mais... Voilà, comme dit Tom, oubliable, parce qu'il y a trop de défauts qui font que j'en ressors très très mitigé, quoi. Parce que, encore une fois, quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai vu ce film, sur quoi ça allait parler, les thématiques, je me suis dit, ok, il y a vraiment moyen de faire un blockbuster qui va plaire à tout le monde, qui va être juste dans ses propos, et malheureusement, des fois, je le trouve un peu... Je vais même dire burlesque sur, à côté de la plaque, sur ce qu'il veut raconter. Voilà, parce que du coup, plus on est moralisateur, moins le message passe finalement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que, juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, le film, je trouve, il rentre complètement. En fait, il a le symptôme des blockbusters d'aujourd'hui. C'est. En gros, en termes d'écriture, c'est moins bon que les films après 2010. Je parle parce que c'est vraiment du cinéma hollywoodien à fond. Mais en même temps, tu sens qu'ils essaient de faire passer un message. Mais là où avant, c'était beaucoup plus léger et un peu moins prise de tête, où aussi les messages passaient plus par l'action. Et quand je dis l'action, c'est vraiment ce qui se passe. La mise en scène ? Non, ce qui se passe dans les scènes. Par les situations. Là, il y a le côté un peu, comme a dit Thomas, moralisateur. Et moi, c'est ce que je déteste. Quand un film, en fait, est prétentieux, il n'est pas complètement prétentieux, mais par moment, il essaye de l'être. Et que tu as l'impression qu'ils essaient de te faire une leçon de morale au public qui regarde. T'as juste envie de souffler, quoi. Et malheureusement, j'ai pas vu Running Man avec Schwarzenegger, mais je suis sûr qu'il est plus léger. C'est sûr, parce que tous les films avec Schwarzenegger totalement sont très légers. Et en général, tu passes un très bon moment et tu peux en tirer une petite leçon de vie tout de même. Et voilà. Mais c'est un peu le film symptôme. Il me semble que je suis le seul à avoir vu celui avec Schwarzenegger. Par contre, justement, c'est simplement pour quand même ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'on ait un contexte, c'est que on va repréciser globalement en fait les racines de ce film, puisqu'en fait il y a une double référence. C'est déjà le Running Man, qui est donc le livre de Stephen King, mais en fait il faut dire que le film de Schwarzenegger, qui est donc directement adapté, enfin avec Schwarzenegger, excusez-moi, qui est directement en fait adapté du livre de Stephen King, a été accusé de plagiat et en fait d'être plagié sur un autre film. Donc en fait il y a comme ça un petit crossover. Et le film avec Schwarzenegger. Oui, il a été accusé de plagiat. En fait, je vais vous le préciser. En fait, il existe un film qui s'appelle Le Prix du danger, que ici Chloé a vu hier soir, donc très frais. C'est très frais. Et tu m'as dit que tu avais par exemple préféré toi Le Prix du danger à Running Man. Étonnamment, oui. Parce que je pense que, comme l'ont dit Tom et Thomas, Running Man, en fait, c'était presque prévisible et ça nous portait trop par la main. Enfin, ça nous... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Alors que là, du coup, évidemment, Le Prix du danger, je crois qu'il date de 1983. Oui. Donc, bravo, ouais. évidemment que c'est moins obvious sur toutes les questions d'image, de track, de caméra omniprésente. J'ai trouvé ça plus subtil et franchement très bien, très accrocheur. Très accrocheur. Justement, ce qui est drôle, c'est aussi que c'est un film français, en fait, Le Prix du danger. Alors, pour préciser, parce qu'en fait, même moi, quand j'avais préparé l'émission, je me suis un peu emmêlé dans qui a influencé quoi. Et en fait, c'est un film de 1983 d'Yves Boisset, qui est en fait adapté du Prix du danger, qui est une nouvelle datant de 1958. Donc, en fait, il y a une nouvelle en 1958 qui s'appelle Le Prix du danger, qui est adoptée en 83. Et il y a le film de Stephen King, sous un autre nom publié à l'époque en 1900. Le livre, oui, pardon, de 1982, qui a été adapté en 87. Donc comme ça, il y a un croisement. Et en fait, ce qui est très intéressant, puisque nous, on parle bien sûr du film sorti en 2025 d'Edgar Wright, c'est qu'en fait, Edgar Wright, il a été approuvé, validé directement par Stephen King. Alors, on ne se permettra pas ici de parler directement de l'écriture de Stephen King parce que personne n'a lu le livre, donc ça serait incorrect de notre part d'aller sur ce terrain-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que même Edgar Wright l'a dit directement à l'avant-première, quand il présentait, c'est qu'en fait, il a été adoubé, entre guillemets, directement par le maître Stephen King, qui a suivi le scénario de près. Et apparemment, d'après de nombreuses critiques, le film que nous avons vu en 2025 est l'adaptation la plus fidèle qui ait jamais été faite au livre, fidèle de A à Z. Et certaines critiques, je vais vous les lire, parce que peut-être ça va vous éclairer sur certains points, parce que tu parlais de l'écriture scénaristique, Tom, dans ce film-là. Par exemple, on a Tom Ernst dans Original Sin qui dit que la fidélité de Wright au texte de King est peut-être aussi ce qui empêche The Running Man de décoller. Parce qu'il ou elle dit que Wright est un réalisateur connu pour son inventivité, son montage, etc., son humour, et ses multiples niveaux de commentaires visuels. Et il trouve qu'ici, c'est atténué. Comme si Stephen King, surveillait le travail d'un œil critique, un œil rouge à la main. Bon, on ne peut pas vérifier à quel point c'est le cas, parce que c'est des choses bien sûr en interne qui sont il faudrait un vrai niveau d'analyse à ce niveau-là. Mais est-ce que vous avez senti vous que c'était une adaptation peut-être plate et qui voulait suivre à la lettre, et que King n'était pas maître, on va dire de... Absolument pas. Enfin, j'ai pas lu le livre, mais j'en connais le résumé, j'en connais aussi la fin. Je me suis vraiment renseigné sur la fin et j'ai l'impression que
vous pourrez me corriger si jamais la fin du livre de Stephen King parle, la fin ne se passe pas de la même manière. Voilà, c'est pas la même fin déjà. Oui. Et la fin, elle nous laisse beaucoup plus dans on va dire un entre-deux où finalement ça se passe pas vraiment bien. Il n'y a pas de lueur d'espoir. Là où le film de Wright a de l'espoir à la fin. C'est vraiment pour moi la grosse différence. Et pour moi, on peut pas dire que c'est trop lié à Stephen King parce que Stephen King, il avait une vision beaucoup plus tragique. En mode, c'est l'impasse. Cette situation, il y a une impasse et ici on a le Running Man, beaucoup de fois on le répète, c'est toi qui vas changer les choses, tu peux changer les choses, c'est toi le déclencheur, voilà, toi le déclencheur. Et donc c'est ça la petite différence, c'est qu'en gros le Running Man est le déclencheur, là où dans le livre de Stephen King j'ai bien l'impression que ce n'est pas un déclencheur mais simplement une destruction totale, le déclencheur d'une destruction totale plutôt qu'une brèche, le déclencheur d'une révolution, quelque chose qui va changer les choses. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça la grande différence. Et justement, le fait que Stephen King, moi j'ai pas l'impression que Stephen King, du coup, avec cette lecture-là, a vraiment mis le point dessus. Pour moi, au contraire, il a accepté le fait que ça soit plus moderne, cette vision-là, et qu'il y ait beaucoup plus d'espoir, que c'est beaucoup plus en lien avec ce que les gens ressentent de nos jours. J'ai l'impression que aussi Stephen King, s'il voulait vraiment contrôler l'écriture qu'il était là pour surveiller, il n'aurait pas permis à Wright d'aller dans ce sens-là, pour moi. Sur la fin, peut-être que Chloé, je te voyais réagir, mais vous avez vous aussi senti justement qu'il y avait ce côté, une personne qui va déclencher une sorte de révolution, qui va être comme ça une sorte de super-héros moderne dans son ascension sociale jusqu'à devenir un symbole. Je sais pas si le côté... c'est ce que le film nous fait voir. En tout cas, c'est vrai qu'ils insistent sur ça. C'est un personnage très fort, très en colère. Et c'est vrai que moi, ça m'a marqué à quel point Glenn Powell joue cet homme énervé contre la société, contre ce système horrible en fait qui s'acharne contre le bas peuple, pour le dire un peu simplement. Après, pour ce qui est de la fin, moi, je l'ai trouvé assez facile. Trop facile. Justement, je me suis demandé comment Stephen King l'avait écrit, parce que pour le coup, je n'ai pas non plus lu le livre. Et si vous voulez, on fait un petit spoil pour ceux qui vraiment voudraient absolument pas avoir à la fin un spoil rapide. Même si je l'avais prévu, mais plus à la fin, c'est qu'en fait, donc partie spoil. À la fin, un avion s'écrase sur une tour, ou du moins dans le film. Du moins, il y a un doute sur est-ce que l'avion s'est vraiment écrasé. Dans le livre de Stephen King, l'avion s'écrase totalement. Sauf que j'ai vu, selon certaines critiques, que justement, après 2001, donc les Twin Towers, l'attentat, en fait, c'est une représentation qu'on ne peut plus faire, malheureusement, surtout dans le cinéma américain. C'est-à-dire quelque chose qui a été un peu interdit comme ça, on dit, à juste titre bien sûr. Et en fait, ça peut être une des justifications de on va pas faire en sorte que le personnage principal se suicide tout simplement dans la tour télévisée en tuant plein de gens au même moment. Et bien sûr, toute la fin avec le fait de finalement il a survécu et voilà, ça s'est bien passé. Ça, pareil, ça il n'y est pas dans le livre. Donc il y a vraiment ce changement, c'est complètement différent. Mais dans le livre, ça se finit comment ? Dans le livre, il s'écrase dans la tour et il tue plein de gens. Et il meurt aussi, du coup. Et il meurt, bien sûr. Mais il tue spécifiquement le patron. Enfin, c'est en vrai le 1v1 et au final, ça lui repète à la gueule. Oui. Pour répondre, du coup, ça va être long. Non, parce que du coup, tu as parlé de l'adaptation. Moi, je n'ai pas lu le livre, mais tu as parlé quand même du fait que apparemment Stephen King avait validé l'adaptation, que c'était très fidèle à son bouquin. Je n'ai pas lu le livre, donc ce que je vais dire n'est pas une affirmation, mais c'est une possibilité. Que pour moi, c'est peut-être aussi de ce qui souffre s'il est aussi fidèle au livre. C'est que un film et un livre, c'est pas la même chose. Ça s'écrit pas de la même manière. Un livre est beaucoup plus introspectif. En général, c'est les pensées du personnage principal. Et un film, tu montres les actions du personnage principal. Et dans le fait que ce soit aussi fidèle, peut-être, à la narration du livre, n'est peut-être pas optimisé pour le médium du cinéma. C'est que quand tu adaptes, c'est ça qui est dur dans l'adaptation. Quand tu adaptes un livre, ce qui est compliqué, c'est de l'adapter au médium que tu utilises. Et du coup, vu que je n'ai pas lu le livre,
je ne sais pas si c'est bien ou pas. Si c'est peut-être de ça dont le film souffre. Parce que personnellement, je trouve le film quand même très linéaire, et je trouve que les comment dire, sans rentrer dans les détails, mais au niveau des enjeux dans les scènes et des renversements dans les scènes, c'est très linéaire. C'est A, B, C. Voilà, en fait, t'as l'impression vraiment tu suis le personnage, mais peut-être comme dans le livre. Dans un livre, c'est intéressant parce que c'est de l'écriture et tu suis vraiment l'introspection du personnage. C'est l'introspection, l'intériorité qu'on a dans la littérature, qu'on n'a pas au cinéma en fait. Voilà. Et du coup, c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, pour dire un truc, c'est que l'adaptation de Shining de Stephen King par Kubrick qui a été détestée par Stephen King. C'est bien connu. Pourtant, tout le monde adore Shining, et tout le monde. Il y en a peut-être qui aiment pas, mais tout le monde. C'est un film. C'est comme une référence du cinéma. C'est une référence absolue, alors que King, c'est bien connu, l'a détesté. Voilà. Et King a adoré par exemple Carrie. Sachant qu'apparemment, je n'ai pas lu le Shining de Stephen King, sachant que c'est très différent apparemment. Oui, je l'ai lu. Voilà. C'est vraiment très différent. Je préfère le film. Ouais, ils sont complètement différents. Et pourtant, il a pas aimé. Donc, comme quoi, ça prouve bien que c'est pas parce que l'écrivain n'a pas validé le film que le film est mauvais. Et inversement, moi, je trouve qu'il a validé Running Gag, j'ai dit. Voilà, Running Gag. C'est le lapsus révélateur de coup, là. Et du coup, c'est peut-être une des raisons de pourquoi, du comment. Et juste pour finir avec la fin. Parce que j'essaie de rebondir sur tout ce qu'on a fait. Oui, j'aurais d'autres trucs à rebondir dessus. Et du coup, pour la fin, en fait. T'as dit que c'était une fin plus optimiste pour Running Man, avec une lueur d'espoir avec Edgar Wright, et c'est ça que j'ai trouvé dommage, parce qu'en fait je trouve que le film met surtout en lumière la manipulation des images. Je sais qu'il va y avoir une partie dessus, je vais pas on va parler bien. Mais en fait je trouve le point fort du film, c'est vraiment la manipulation des images. Et ce qui est dommage, c'est que pour moi, le film aurait dû terminer si ça aurait été beaucoup plus subtil et intéressant dans le message qu'il voulait dire, au moment où il y a le personnage il y a un personnage qui recueille un moment Ben avec et ses deux frères. Ouais. Et ce mec-là, il fait des vidéos où il montre la manipulation justement des images. Et en fait, le film, avant quand l'avion se crache, justement, il y a un genre de spot publicitaire fait par ce mec-là qui explique en fait tout le complot derrière l'émission, etc. Et je trouve que ça remet tout en question de ce que nous-mêmes on a vu, si c'est vrai. Même les images où on voit le fils et la fille et la femme, là je mets des gros spoils, mais la femme et la fille de Ben se faire tuer, on voit des images comme ça, et en fait nous-mêmes on doute, au bout d'un moment on se dit non mais c'est des images manipulées, mais en fait on ne sait jamais vraiment. C'est le problème avec les images manipulées, c'est qu'il c'est un débat sans fin mais alors que croire à la fin. Oui, et justement en fait je trouve que le film aurait été beaucoup plus pertinent si ce serait terminé sur on ne sait pas si toute la fin est vraie ou pas, et si on sait même pas si le personnage principal est vivant ou non. Sauf que le film nous montre clairement que il est vivant. C'est très. Que le méchant a perdu. Bon, désolé pour les spoils. Et du coup, c'est très. Et du coup, je sais pas si c'est une volonté. On en avait parlé vite fait avec Thomas. Si c'est une volonté des studios hollywoodiens de donner une fin optimiste et de montrer que le méchant a bien perdu et que les pauvres qui sont exploités ont gagné. Peut-être que c'est le studio, mais on voudrait pas. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant de finir sur cette note de manipulation d'image où même le spectateur en fait on ne sait pas si vraiment ce qui est arrivé est vrai et qu'est-ce qui est arrivé à Ben. Le doute est génial. Parce que ça aurait renforcé l'idée de manipulation des images qui est abordée dans le film. Génial, merci beaucoup Tom pour ça. Je voulais rebondir sur deux choses parce qu'en fait ça m'a fait évoquer et je pense que ça va vous parler. La première, c'est j'ai vu une super interview avec Benoît Poelvoorde qui parlait des adaptations de livres. Alors vous voulez dire ça n'a aucun rapport, mais en fait il parlait notamment de L'Amour ouf, donc un film qui est sorti récemment au cinéma par Gilles Lelouch, et en fait il disait que selon lui les adaptations de mauvais livres, plus le livre était mauvais, plus l'adaptation cinéma avait des chances d'être bonne, en général, hein, c'est pas une règle absolue. Et justement, il disait que c'était bien aussi de s'éloigner d'un livre, c'est-à-dire de pas toucher sur de la grande littérature et de se dire, en fait, c'est pas parce qu'on a de la grande littérature que le film va être bon, c'est justement parfois il faut un livre qui est pas forcément très bon, enfin ça c'est d'après Poelvoorde, et qu'en fait, à partir de là, on va pouvoir, avec une bonne réécriture, adapté au cinéma un film qui va être exceptionnel. Et il prend des exemples sur il prend pas un exemple sur les films auxquels je pense, mais il y a des très grands films de cinéma. Moi, les premiers qui me viennent en tête, c'est Kubrick, parce que j'ai beaucoup travaillé et je suis passionné par Kubrick, mais en général, c'est pas forcément des chefs-d'œuvre de la littérature, et pourtant ça fait des films, alors chef-d'œuvre, ça veut rien dire, mais en tout cas des films qui sont
dit comme culte et adoubé par beaucoup de cinéphiles. Donc je trouvais ça intéressant, justement, je rebondissais parce que tu parlais de la différence entre littérature et cinéma. C'est vraiment des médiums différents. Et le passage de l'un à l'autre, l'adaptation, j'étais assez d'accord, c'est du vrai travail. Et c'est pas parce qu'on a un bon livre qu'on va faire un bon film et inversement. Et la deuxième chose, je vais vous lancer là-dessus. Alors je sais plus si c'était Thomas ou Chloé qui en parlait le premier, c'était peut-être Thomas, c'était sur le côté ça lance un mouvement. Enfin, on lance un mouvement, c'est pas forcément le côté révolution, mais en tout cas un personnage qui va être le déclencheur. C'est le mot, le déclencheur. Déclencheur de quelque chose de plus grand. Et on a toujours envie d'avoir du grand spectacle et pas une fin dramatique qui va conclure. Moi, ça me fait penser à Hunger Games. Parce que si vous prenez Hunger Games, notamment la série de films, et surtout le premier, en fait, on a un principe. Donc Hunger Games, si je ne me trompe pas, est sorti en 2012. Mais avant, c'est une adaptation de Collins. Je crois que c'est dans les fins des années 2000. Je ne veux pas dire de bêtises, que j'ai lu. Et en fait, on a comme ça un personnage qui au début est d'une classe populaire et qui va s'élever en fait dans les jeux, qui va être de plus en plus connu et qui va devenir le déclencheur d'un mouvement. Hunger Games, c'est l'exemple qui me vient, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique d'un cinéma moderne, ça ? Le fait, par rapport aux années 80, d'avoir un personnage qui devient déclencheur d'un mouvement ? Ou est-ce que ça existe depuis toujours ? Je saurais pas dire parce que je n'ai pas d'exemple dans les années 80, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça a été fait dans Hunger Games de façon sérieuse. Du coup, on va dire le monde est tangible, on y croit. Il n'y a pas de côté funky, il n'y a pas de côté second degré. Et là, ça a été repris. On a voulu refaire ce schéma-là, sauf que avec ce côté un peu funky, parfois il y a des moments où on n'y croit pas vraiment. Des fois, on a même l'impression que le film n'y croit pas vraiment en lui-même. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une mécanique, je dirais que c'est un archétype. Donc, à mon avis, c'est certain que dans les années 80 ou même depuis la naissance même de la littérature, je suis sûr que ce genre de personnage existe. Maintenant, je ne crois pas que ce soit symptomatique de notre époque. Par contre, c'est symptomatique de notre époque de vouloir utiliser un archétype sans le comprendre. Et là, j'ai l'impression que ça a été utilisé, cet archétype, sans vraiment comprendre la substance pure de cet archétype qui, justement, se dépasse pour lancer un mouvement, mais sans faire exprès. Pour quelle raison, ouais. Peut-être, Chloé, tu voulais rebondir sur ça. Surtout, comme tu viens de le dire, en fait, c'est sans faire exprès. Parce que Ben Richards, en fait, à la base, je crois qu'il s'en fiche de lancer une révolution ou de sauver la société. Lui, il veut juste sauver sa gamine. Donc, il est là purement pour ses émotions à lui, ses propres raisons. Et après, en effet, progressivement, il comprend que l'enjeu est plus grand, qu'il va devenir un peu une figure symbolique, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un archétype, mais même Harry Potter, c'est aussi le cas. Hein. Oui, mais là, l'enjeu, je suis désolé, mais en fait, en termes d'enjeu, j'ai l'impression que ce genre de personnage doit toujours sacrifier quelque chose. Il y a toujours une notion de sacrifice. C'est vrai, le sacrifice. Et qu'on doit sacrifier, soit en fait pour le bien du mouvement, soit j'incarne le mouvement. Quitte à sacrifier mes valeurs de base, c'est-à-dire ma famille, mes proches, peut-être déclencher une guerre et faire beaucoup de dégâts. Donc j'incarne le mouvement, mais il le faut. Est-ce que c'est le bon choix ? On ne sait pas. Ou alors, j'accepte le système. En fait, je re-rentre dans le système, mais je protège les miens. En fait, l'objectif que j'avais à la base. Et en fait, là, j'ai l'impression que tout est bien qui finit bien finalement. Sa famille saine et sauve. Il incarne le mouvement, mais c'est génial. En fait, la vie, elle est géniale. En fait, finalement, on est dans le show télévisé. Et les méchants sont morts. Ouais, et les méchants sont morts. Finalement, j'ai envie de dire, j'aurais aimé que ça soit la fin que Tom proposait, où finalement, on se fout de notre gueule en mode voilà, le vote révolutionnaire, comme dans Black Mirror, où parce qu'il y a eu ce truc-là dans un épisode de Black Mirror, où il rentre dans le système et maintenant il devient le show télévisé en mode le révolutionnaire. Et ça aurait fait plus de sens parce que là, il a rien sacrifié. Imagine, il aurait dit ok, il faut que j'incarne le mouvement, je n'ai pas le choix, il faut que je sauve les autres. Donc l'altruisme au coût de sa propre famille. Sa propre famille se fait tuer par exemple parce que il a décidé de sauver les siens au lieu des siens entre guillemets de sa famille. La famille, on va dire des gens prolétaires au lieu de sa famille qui est juste sa petite famille à lui. Et c'est ultra dur de devoir choisir ses proches ou finalement le mouvement qu'on soutient. Et là, c'est ça que ça aurait été déchirant. Et là, on aurait vraiment été avec le personnage. Mais malheureusement, ici... Je vois ce que tu veux dire. C'est la question du dilemme, en fait. C'est quand il y a des bons dilemmes au cinéma, ou même de manière générale à la littérature. Ouais. Mais de toute façon, après, c'est des mécaniques qui ont toujours été utilisées dans la littérature, même dans le cinéma. Je veux dire, Star Wars, c'est ça.
C'est. Ouais, t'en cites tout, je mais veux dire- Harry non, mais je Potter, veux dire, Star Wars, c'est. C'est la base, c'est un opprimé qui, en fait, se révolte pour pouvoir sortir de sa situation et d'autres gens de la situation dans laquelle ils sont. Et t'as dit Harry Potter, mais c'est vrai. En gros, chez les Dursley, tu vois, il est opprimé. Mais c'est vrai, en fait, c'est toujours ça, techniquement. Bah, oui. Et j'ai envie de te dire, dans le même type, il y a des films moi, je trouve, qui ont beaucoup mieux fait récemment. Joker, c'est ça. Et c'est un mec qui, malgré lui, et je trouve le film va beaucoup plus loin parce que, en fait, jusqu'à la fin, lui, il s'en fout vraiment parce que lui, il subit vraiment, tu vois. Et moi, le problème que j'ai avec Running Man, comme tu as dit, Thomas, c'est que déjà tout va très très vite. Et c'est pas, je pense pas que ce soit en lien avec le fait, une métaphore avec le fait de courir. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, quand le film il commence, en fait, je vais pas faire je vais dire les choses très simplement. Mais on a à peine le temps de savoir qui est sa fille. On a à peine le temps de savoir qui est sa femme. C'est vrai, on a à s'attache peine pas. le temps de savoir tout ça. Moi, au début, je ne comprenais même pas ce que ce mec faisait. Je ne comprenais pas. J'ai cru comprendre parce que je suis même pas sûr. Parce que je l'ai vu hier, le film. J'ai pas eu le temps de me renseigner depuis. Mais le mec est un criminel. On est d'accord. Non, il a été blacklisté. Il a été blacklisté parce qu'il faisait mal son boulot. Parce qu'il est insubordonné. Non, il est pas criminel, il est insubordonné. Je crois. Parce qu'il allait voir un syndicat pour le droit du travail. Et du coup, dans le film, il est considéré comme un criminel. Parce qu'il défend les ouvriers. Dans le film. Je crois que techniquement, c'est pas forcément criminel, il me semble. C'est en fait parce que indésirable. Il a leak des infos. Parce que les autres personnages, ils sont. Moi, j'ai compris que c'était des criminels. Je sais pas ce qu'ils ont fait les autres, mais j'ai compris. Oui, en tout cas, ça c'est toujours le cas. C'est qu'en gros, c'est censé être des criminels. Après, ils exagèrent la vérité. Pas des criminels. Non, mais attendez, les gars. Moi, je parle pas de notre société. Là. Dans leur société, ils sont considérés comme des criminels. Mais non, c'est justement l'ambiguïté. C'est qu'ils sont pas, en fait, ils sont pas parce qu'ils ont pas fait de vrais crimes, mais eux vont mettre un crime sur leur tête. C'est genre l'émission, tu sais, quand ils présentent Running Man, ils présentent les différents personnages. En fait, ils exagèrent des choses qui sont. Oui, ils trichent, ils mentent. Ils trichent et il fait, et même il se retourne, il fait, it's show business. Non, mais il est dit c'est le show business, donc il a menti. En fait, ils partent de choses réelles, réalités, mais qui sont insignifiantes. Et eux, ils les tombent. Mais il les exagère, c'est juste du mensonge. Il a pas fait de crime, il est juste pas docile. Désespéré. Du coup, tout ça pour dire, de toute façon, on s'en fiche, c'est pas ça que j'allais dire, c'est que tout va très vite et que du coup, il se retrouve dans le. En fait, on n'a même pas le temps de se rendre compte de sa situation réelle que le personnage principal est dans le jeu. Et je trouve que c'est dommage parce que tout va extrêmement vite et tu n'as pas le temps en fait de comprendre l'enjeu pour ce personnage de faire cette course. On comprend que sa fille est malade, mais je n'ai vu aucune scène avec sa fille à part au début. Je n'ai pas, en fait, en tant que spectateur, on n'a pas le temps de comprendre l'enjeu réel de ce personnage pour sa fille. En fait, c'est comme si on arrivait dans le film et qu'on dit juste ma fille est malade, il faut que je fasse elle va mourir, il faut que je fasse le jeu. Tous les films font ça. Tous les films ont des enjeux comme ça, mais comment les autres films l'amènent, c'est différent parce qu'il y a des scènes qui font qu'on s'attache à ces personnages-là, etc. Là, non. Je suis assez d'accord. T'as senti, toi, l'attachement comme ça au personnage au début ? Je vous dis la vérité, pardon, mais je vous dis la vérité, moi, je m'en foutais en fait. Franchement, sa famille, elle pouvait mourir. Genre, je ne savais même pas. Je ne connais même pas. T'es un monstre, Tom. un monstre. Regardez-moi ce monstre. Mais je ne connais même pas le nom de sa fille. Elle s'appelle Cathy. Ah bah voilà quelqu'un qui a été touché ici. Et ton Chloé alors. De sa femme, je ne sais même pas leur prénom, putain. Non, mais c'est sûr que ça s'enchaîne hyper vite. Et en vrai, encore une fois, c'est trop facile parce qu'il parle de sa famille malade. Après, il y a une sorte de flashback où tu les vois les deux en train de s'enlacer. C'est vrai que les flashbacks, alors qu'il n'y a pas d'installation. Voilà. On nous prend pour des gogoles, on a l'impression des fois. Genre. J'irai pas jusque-là. Thomas, il disait pareil. C'est vrai, il y a une scène où il va dans le bureau de. Comment il s'appelle celui qui gère l'émission ? Killman. Ah oui. Qui a le même costume que James. Non, c'est Killman, son nom de famille. Que Killman, c'est subtil. Que Killman, et là, il y a. Non, c'est Killian. On voudrait pas dire Dan Killian. Ah non, c'est à la fin dans les livrets révolutionnaires où il y a écrit Killman, du coup. Ok. Ah oui, c'est un jeu de mots de eux. Ça marche très bien. Exactement. Bref, il y a une scène, il y a une séquence où ils parlent tous les deux dans le bureau et là, le personnage principal doit faire un choix et on a un plan sur le personnage Ben. Et là, d'un coup, on voit une image de sa fille et de son épouse qui se tiennent dans les bras en mode, regardez, il pense à sa fille et à sa femme. Et tout le monde le sait, en fait. Je veux dire, comme si, tu sais,
Tu sais, c'est vraiment l'équivalent de gros plan sur la seringue pour montrer que c'est la seringue qui a injecté le produit. C'est vraiment. Et venant d'Edgar Wright, c'est vraiment bizarre parce que ça reste. Il y a peu de subtilité. Non, mais ça reste un bon réalisateur. Mais là, j'ai l'impression des fois que c'était vraiment des trucs pour simplicité aux spectateurs qui n'auraient pas compris que en fait l'enjeu c'était. C'est vrai que c'est étrange de ça. Et d'ailleurs, un autre truc, et je trouve que le film, il y a aussi beaucoup de Deus Ex Machina. Oui. Voilà, parce que à quel moment en fait. Vu que rien n'est installé au début, tout va très vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, tu utilises des termes spécifiques. C'est le terme. Non, mais t'inquiète, continue. Tu veux que je te dise ce que ça veut dire ? Je veux bien, okay. En effet. En gros, moi aussi, je veux bien. Vous savez pas ? Je vais vous donner un petit cours. Non, en gros, Monsieur Dalem, dis-nous. Deus Ex Machina, c'est en gros quand un personnage est dans une situation périlleuse où il peut potentiellement mourir. Et qu'en fait, il y a une intervention naturelle ou divine qui vient le sauver. Genre, par exemple, un personnage qui est accroché au bord d'une falaise, il tombe et en fait, il y a une branche en dessous de lui où il se raccroche, tu vois. Bon, là, je grossis le truc, mais en gros, c'est quand en fait, un élément vient sauver le personnage et ça vient de nulle part. Tu vois, ça n'a jamais été abordé, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça donne un peu cet effet-là parce que, vu que rien n'est mis en place au début, la première fois qu'il rentre dans le jeu Running Man, il va voir un type. Moi, je sais pas qui c'est ce mec. Et il va le voir et le mec, on comprend juste qu'il vit dans les égouts et qu'il a plein d'objets, etc. Et le mec lui fait une carte d'identité et lui change son identité complètement. On sait juste que, ok, ils ont peut-être un passif ensemble, mais on sait pas qui est ce mec. Et tout le long, c'est ça. Il rencontre des mecs comme le mec qui vit dans le manoir. D'un coup, il pop là-bas. C'est qu'en fait, on sait pas où le personnage va. Il va à un endroit et il dit salut au mec. On sait que c'est son pote, mais on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est et du coup tu dis en fait tout est random, genre le mec en fait peu importe où il va il sera sauvé quoi. Ouais. Et en enlevant juste le côté de l'émission qui était intéressant de que tout est prévu à l'avance, là c'est en dehors de ça parce qu'on comprend au cours du film que on sait que il le laisse en vie exprès pour faire de l'audience. Tout est calculé. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, je parle vraiment du côté. Oui, c'est son côté scénaristiquement, surtout au début, où ça. En fait, il y a plein de personnages qui apparaissent au long du film, qui sont en lien avec, qui connaissent le personnage principal, et on les a jamais vus, on sait pas qui c'est. On n'a pas eu le temps de développer tous les points. C'est une volonté, non ? Pour moi. C'est une volonté d'avoir ce côté où on découvre différents profils au fur et à mesure du chemin. Oui, qui peut être bien fait. Et à ce côté, chaque personne a son arc en fait. Ça, je l'ai compris. Et je l'ai vu. J'ai compris que c'était ça. Sauf que vu que là, c'est jamais abordé et que c'est dans un film qui aborde où le personnage doit survivre, un truc de survie, ça fait un peu facilité scénaristique en mode il arrive chez son pote qui a tous les gadgets quoi. Ah, mais c'est pas ça en plus. C'est pas son pote. C'est genre c'est le youtubeur qui l'envoie, enfin tu sais avec sa famille qui l'envoie en mode l'autre mec d'avant. Tu lui parles pas de hot dog. En fait, il a juste rien compris au film. Voilà, on lui parle de hot dog. Mais pareil, genre le mec il fait exploser un hôtel entier et il y a un petit gamin dans la rue qui lui dit ça par contre c'était facile ça. Voilà, ça c'était facile. C'est en mode je peux t'aider. Mais du coup pourquoi il l'aide genre pourquoi il veut l'aider? Moi je croyais que c'était pour le flouze. Moi je me suis dit ah oui, moi aussi. Mais non en fait parce au final c'est en mode moi je le fais pas pour le cash. Et c'est ça qui est énervant aussi dans le film, c'est que il y a une dualité entre les riches et les méchants et les méchants. Les riches et les méchants. Vous voyez son point de vue. Regardez son point de vue. On va le clipper. Voilà, la caméra tournée sur toi. Regardez-le. Attention. Non mais c'est de la manipulation d'image. J'ai jamais dit ça. On a changé Je n'ai jamais dit ça. Il est avec le network. Non, je voulais pas dire ça. Je veux dire que les pauvres qui sont les gentils, dans le film et qui sont contre les méchants riches. Et du coup, ce qui est embêtant, c'est que tous les pauvres sont, en tout cas que le personnage croise, plus ou moins, à part un bouseux texan peut-être, sont à quelques exceptions près, sont des gentils, sont juste profondément gentils. Et c'est vrai. Et en fait, la vie fonctionne pas comme ça. C'est c'est pour ça que je préfère certains films, genre je cite Parasite ou même Snowpiercer, où tu comprends que cinéma coréen. Ouais, mais voilà, tu comprends aussi que c'est pas parce que t'es pauvre que t'es profondément gentil. Non, tu peux être une merde tout aussi horrible qu'un. Ouais, mais ils le disent pas. Tu vois, par exemple, le mec, il y a un mec qui nettoie les sols de la ville là, et il le chope, il fait monsieur le prêtre. Tu sais quand il est habillé en prêtre. Et il le trahit. Et pourtant, le bouseux texan. Il y en a plein qui le trahissent. En fait, du coup, il se fait trahir par des gens justement qui sont en bas. C'est le prolétariat. Sauf que il y a certaines personnes, et c'est toujours les personnes. Et du coup, je dis pas que je suis d'accord, juste que c'est à chaque fois des points clés, on va dire quasiment militants.
où en fait il pointe des gens qui justement agissent déjà en fait dans cette cause-là. Lui, sa famille font, sa famille. Il y a le grand frère qui fait YouTube. C'est celui qui le sauve au début. Il fait des chaînes, il a une chaîne YouTube où il dénonce finalement le network et l'émission. Il l'envoie chez un mec qui a vu son père se faire buter à cause de ça. En fait, c'est que des gens qui sont engagés dans la lutte entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'il l'aide parce que il l'aide pas par altruisme J'ai pur. compris. C'est juste que ça fait, voilà. c'est très. Par rébellion. Comment aussi. ça a amené au début, surtout le petit frère. Tu sais, c'est très. C'est assez. Genre PNJ qui apparaît, je vais t'aider. Non mais la façon dont il apparaît et tout, j'avoue que c'est un peu abusé. Mais il y a ce côté. Bien sûr, parce que le personnage. Serrer les coudes entre révolutionnaires. Je sais, C'est ce qu'il a voulu dire. Je sais parce qu'il le dit à la fin en mode pourquoi tu m'aides. Il dit parce que on est trop peu là-dedans. Ouais. Je le fais pas pour l'argent. Et moi je me dis ouais. Et à la fin, ça aurait été marrant. Quand même. À la fin, ça aurait été intéressant que tu vois ces vidéos de propagande où ils dénoncent les complotistes là, qu'ils les vendent. C'est en mode vous pouvez accéder à la vidéo pour $4. Personne n'aurait acheté. En fait, c'est parce que moi je crois c'est parce que vous n'êtes pas d'accord idéologiquement. Non, c'est pas que je suis pas d'accord idéologiquement, c'est que je suis pas d'accord. Je pense pas que le monde fonctionne comme ça. C'est pas idéologique. Mais je crois que Edgar Wright croit que le monde fonctionne comme ça et qu'une révolution est possible, qu'il y a une brèche. Alors que toi, t'es plus comme le Stephen King où tu dis que c'est une impasse. Moi, je crois que c'est ça. Je pense que c'est plus subtil que ça. Les gens sont individuellement. Enfin, c'est plus subtil. Là, je trouve que c'est trop enfantin, quoi. Genre, même la fin. Ça prouve vraiment en mode. C'est le spectateur qui voulait pas être déçu. Que à la fin le méchant il gagne. Ça reste qu'à la fin du coup ça fait vraiment les bonbons pour le spectateur. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est dommage parce que le film essaye de faire genre qu'il a quelque chose à dire de révolutionnaire. C'est ce qu'on disait, c'est que quand il essaye un peu d'être. Je sais pas s'il a cette prétention. Moi j'ai l'impression, moi je vais laisser Thomas parler de cette scène, mais il y a une scène dans une voiture exceptionnelle. Elle est exceptionnelle cette scène. D'ailleurs c'est dans une Renault 5. De quoi, le coffre de la voiture? Non, c'est quand il monte dans la voiture de la femme un peu riche. C'est la bourgeoise. La bourgeoise avec le. Je laisse Thomas parler de cette scène. Alors, j'avoue que cette scène-là, elle est terrible. Elle est terrible parce que en fait, normalement, quand on voit un film, on s'attend à avoir du coup d'être transporté dedans. Et là, on arrive dans une séquence qui est vraiment, pour moi, ce que j'avais dit un podcast, mais en vérité, c'est il arrive dans la voiture. Et il y a une dame qui représente la bourgeoisie. Et donc, on a du coup, côte à côte, finalement, prolétariat et bourgeois. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de subtil pour montrer qu'ils sont de deux mondes différents, qu'ils ne se comprennent pas, ils ne s'aiment pas, mais finalement, c'est à cause du network. Et à la place, on a un truc, mais grotesque, où il est en mode « Et ce foulard, vous l'avez acheté combien ? Hein ? Ouais, c'est le prix de mon enfant, ça. Le prix du traitement de mon enfant. » Et il fait tout un truc où tu te dis « Mais... non mais sérieux, genre en fait c'est trop moralisateur alors que on pourrait être d'accord. Mais le problème c'est que c'est trop mal fait. On a l'impression de voir la ligne de scénar, on a l'impression de voir la thématique du film en mode regardez, vous êtes des méchants. Mais moi je suis pas un méchant. Moi c'est pas parce que je suis pauvre que je suis méchant. Et je suis en mode moi j'ai pas envie qu'il dise ça. J'ai envie qu'on le voit. Il le dit, je suis désolé. La mise en scène. Il le dit d'ailleurs et ça, pour moi ça révèle tout le problème scénaristique de ce film, c'est qu'à un moment le personnage justement dans cette voiture, Ben, dit mais vous avez toujours pas compris que c'est pas moi le méchant. Mais personne dit ça dans la rue, personne ne dit je ne suis pas méchant. Ça c'est vraiment là tu sens la production et le scénariste écrire les pauvres ne sont pas méchants. Ouais. C'est pas moi le méchant. Mais comment ça, mec? C'est pas subtil, c'est vraiment pas subtil. C'est ça le problème. Et en général, c'est par les actions et ce qui se passe. Enfin, quand je dis l'action, encore, c'est pas une scène d'action, c'est l'action des personnages qui montrent les différences. C'est pas ton personnage qui commence à faire un monologue en donnant une bonne leçon. Non, mais bien sûr. Voilà, bref. Encore une fois, juste c'est juste ça le côté moralisateur qui est dommage parce que en fait, parce que le film reste léger et agréable à regarder en termes de séance de cinéma, et en fait juste ces points là où d'un coup le mec il te sort des tirades de un truc très moralisateur là où le ton reste léger, juste enchaîné pour après l'autre. j'aimerais qu'on parle d'autres thématiques, bien sûr. Voilà. Non mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans toutes les émissions on parle toujours du show de Dontel, décidément si vous nous suivez, voilà, on revient toujours là. Donc le show de Dontel, je le rappelle encore une fois, mais c'est montré par la mise en scène, c'est-à-dire par les actions plutôt que par un discours et des dialogues, voilà. C'est ce que je répète depuis tout à l'heure, mais j'aimerais quand même rebondir. Donc là, on parle donc d'un film qui se veut assez moralisateur, etc. Moi, j'aimerais quand même qu'on se questionne, puisque ici à Radio Ciné, on parle aussi de l'actualité du cinéma. C'est à l'origine une histoire et un film qui date des années 80.
qui montre un film futuriste qui se passerait avant, il était censé se passer à peu près à notre époque. Par exemple, dans le 2019. Oui, alors c'est 2017. Running Man, je crois que c'est 2017. Donc on a passé la date du futur du film des années 80. Avec Schwarzy, exactement, qu'on peut revoir sur le plan large. Non, mais la question elle est toute simple. C'est en fait, comment ça a évolué? Parce que bon, nous on n'a pas connu les années 80, on va pas mentir, mais en tout cas, est-ce que ce film est toujours actuel? Est-ce qu'il est actuel de la même manière qu'il était dans les années 80? Qu'est-ce qui a changé? Je suis malheureusement le seul, il me semble, à avoir vu le film avec Schwarzenegger dans les années 80. Mais je peux vous dire que c'était beaucoup plus kitsch. Je pense que le mot le plus adapté, c'est kitsch. Kitsch, où il y avait vraiment ce côté-là où, en fait, c'était des blagues. Là, on a quand même la légèreté qui reste, mais d'une manière assez différente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est encore dans le dur? Est-ce que c'est des histoires que les gens ont envie de voir? Ça touche de la même manière? Ou au contraire, les gens sont lassés selon vous et ça va avoir moins de succès pour ça? Ce genre d'histoire-là, avec le network, les dualités, le contrôle de l'image. Moi, je trouve que c'est assez actuel parce que peut-être dans les années 80, ça restait futuriste, c'est kitsch. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les exemples du réel encore. Donc on peut que imaginer ce qui pourrait se passer. Sauf que là, maintenant, on a pas mal d'exemples, que ce soit par exemple, je voyais sur des vidéos en Chine, le crédit social, dans des villes tests où ils testaient avec des caméras le crédit social. Est-ce que la personne se comporte bien ou pas? C'est quoi ça? C'est genre des caméras qui scannent le visage des gens et en fait c'est ton identité. Ouais, et en gros, par exemple, imagine tu traverses au feu rouge. Bah hop, crédit social en moins, t'es un mauvais citoyen. Ah, et en fait, tu baisses dans la liste comme ça. Et c'est des tests. Je sais pas s'ils le font en Chine, pour de vrai, mais je sais qu'il y avait des villes où ils l'ont testé, ce système-là. Voilà, tu voulais dire un truc? Non, t'inquiète, j'étais intriguée. Et du coup, je me suis perdu, mais c'était quoi la question déjà? En fait, pour toi, c'est des questions qui sont vraiment, qui rebondissent sur des choses que nous connaissons dans la vie de tous les jours. Tout à fait, parce qu'en gros, pour moi, on a des exemples de la réalité qui viennent nourrir finalement la fiction, et donc j'ai l'impression que c'est encore plus actuel, parce que l'utilisation... tu parlais de l'IA, il y a les deepfakes, ce genre de choses. C'est des choses que nous on a vu là dans l'actualité. Par exemple, des deepfakes, on voit par exemple, moi je vois sur Insta, bon c'est pour rigoler, mais on voit des gens reprendre, par exemple, c'est quoi, genre des personnalités connues, et avec l'IA de faire des choses marrantes avec. Mais on est à l'ère de l'IA en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a ce côté où maintenant, on a les exemples. Forcément, les fictions qui s'en inspirent vont être plus carrées et moins kitsch parce que ça fait référence à des choses qu'on connaît en fait. Mais alors justement, il y a l'IA, mais est-ce que pour vous, cette question de l'IA, du deepfake, donc ça veut dire changer les visages tout simplement, est-ce que ça c'est une question qui est bien abordée dans le film? Est-ce que c'est pertinent et riche? Parce qu'il y a l'idée de l'aborder, c'était déjà abordé plus ou moins dans les années 80, mais est-ce que maintenant de l'aborder dans ce film-là, en 2025, toute cette question-là technologique, est-ce que vraiment on est ras des pâquerettes et on est sur une réflexion très simple, ou est-ce qu'au contraire, ça devient plus subtil, plus intéressant, toute cette réflexion? Allez, moi ça m'a fait flipper, si je peux être honnête. J'ai trouvé ça bien dans le film fait. En particulier, dans le film, oui. À quel point là, évidemment, c'était évident que les images étaient fausses parce qu'on voyait que notre personnage principal n'agissait pas du tout de la même manière qu'il était montré durant l'émission. Bien sûr qu'à l'heure actuelle, on va être un peu de plus en plus gouverné par l'IA, qu'on a déjà des exemples, en effet, pour rigoler, mais pas que. Moi, j'ai déjà vu des deepfakes pas pour rigoler. Pas drôle du tout. Et on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc après, est-ce que c'est subtil ou pas? Enfin, moi, tout ce que je me suis dit, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne sais pas si ça arrivera ou pas, mais en tout cas, ça a fait réfléchir et j'ai pas trouvé ça too much dans le film, pour ma part. Merci, mais du coup, c'est normal que de plus en plus de films en parlent, ou ça reste anecdotique parce qu'il y a de plus en plus de films qui parlent de d'IA, etc., de choses comme ça. Donc on est quand même dans l'air du temps, c'est important. Il y a Chien 51 récemment aussi. Je sais pas, je l'ai Pardon. Ah bah oui. T'avais trouvé ça bien, Chien 51? Alors je sais que le film il se fait descendre par beaucoup de gens, mais moi j'ai bien aimé. Mais t'as le droit, non? Je l'ai pas vu, je peux pas. Il y a Holloway, non, c'est quoi? Holloway. Ah oui, d'Holloway aussi. Avec Cécile de France aussi. Ok. Mais, pour moi, le film parle pas d'IA. Juste. Alors, de déformation d'image. Alors oui, effectivement, il parle pas d'IA. C'est vrai. Il parle pas d'IA du tout même. Et pour moi, le film moi, je suis d'accord avec Thomas, il est plus d'actualité maintenant, mais aussi en fait, tu disais que le film avec Schwarzenegger, il était plus kitsch. Il est hyper kitsch, ouais.
mais aussi parce que en fait, vu que maintenant on est dans une ère qui se rapproche plus d'une ère technologique avec les images, tout ce qu'on connaît. Dans les années 80, ça n'existait pas. Du coup, ils devaient complètement l'inventer de leur cerveau. Péter des câbles. Alors que quand tu regardes Running Man, je trouve que t'as l'impression que c'est un futur proche. Oui. Je parle quasiment dedans en esthétique. Hein. En esthétique, on dirait vraiment un futur proche. C'est que moi, il m'a pas semblé si lointain que ça. Et c'est ça que j'ai trouvé réussi dans Running Man, c'est que tu sens le futur, mais tu sens que c'est comme une extension des technologies qu'on a déjà. Je parle même par exemple la voiture Alpine que la petite bourgeoise conduit. C'est une voiture d'actualité, mais tu vois qu'ils l'ont un peu pimpé pour que fasse un peu plus futuriste. Ça marche bien, tu vois. Ouais. Et même en termes des écrans, tout ce qui est écran, il y a un côté un peu rétro-futuriste. On n'est pas dans le futuriste. C'est vrai. On n'est pas dans le futuriste qu'il y a eu dans les années 2010 avec tout qui est projeté, tout est hyper lisse, comme un peu dans Alien Covenant et Prometheus qui sont très mauvais. Ou même Avatar qui a lancé ça, parce que c'est à partir d'Avatar qui a commencé à avoir ces esthétiques-là. Ouais. Avec cette esthétique un peu de technologie complètement dans l'espace, etc. Ouais. Et là, on a une double esthétique de un peu rétro-futurisme, et tu sens que c'est à notre époque. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Donc, le film s'ancre plus dans notre époque parce que ça parle plus. Il est vraiment dans notre époque. C'est plus d'actualité. Après, est-ce que c'est pertinent ? C'est pas impertinent, moi je dirais, parce que c'est des questions auxquelles on peut se poser, mais après, de là, on arrive à Running Man, tu vois, je pense pas qu'on arrivera là. Attends, j'ai pas fini. Je te laisse il a toujours beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, je laisse tout le monde parler, et après, je dois revenir à la première question que tu as posée pour répondre. Vas-y. Parce que j'essaie de répondre à toutes tes questions, j'aime bien tes questions. J'apprécie la liste. Voilà, mais merde, du coup, j'ai perdu le fil. Mais voilà, hein. Du coup, non. En fait, je voulais juste donner l'exemple, c'est qu'avec Thomas, on a revu Wall-E il y a pas longtemps. Oh, ok. Disney Pixar. Ouais, très bien. Disney Pixar. Et pareil, en fait, le film, c'est un peu bonifié avec le temps, c'est-à-dire que je trouve que il devient de plus en plus actuel. Alors qu'avant, quand il a été fait, il était peut-être moins. Il y avait peut-être cet aspect plus science-fiction et futuriste. Alors que maintenant, je trouve qu'il peut être plus d'actualité. Voilà, bref. Et du coup, des films comme Running Man maintenant, comparé peut-être à celui-là de Schwarzenegger, qui était peut-être vraiment en mode ça, c'est. Ouais, je vois totalement. Et puis c'est aussi proche de la réalité, quoi. Ouais, et c'est aussi un film qui s'inscrit aussi dans l'actualité, puisque ça parle de l'Amérique, ça parle de la société du spectacle. On a une critique, moi je trouvais intéressante, de Morgiani Rolls dans Sub Streaming Magazine, qui nous dit que Running Man justement adopte l'esprit du spectacle qu'elle espère condamner. C'est-à-dire qu'en fait, on l'avait évoqué rapidement, c'est pour ça que je trouvais intéressant de revenir là-dessus, c'est qu'en fait, on critique cette justement une société très qui exagère totalement ce côté-là, grand spectacle, violence exacerbée à l'écran. Mais en fait, le film embrasse totalement ce côté-là, selon elle. Je ne sais pas si parle d'une époque en fait qui est très proche, d'une Amérique violente. Est-ce que vous l'avez senti, vous aussi, ça vous a questionné sur notre monde? Absolument. Si le film est... En fait, le film utilise un procédé qui est en fait très proche de ce qu'on connaît. Ça m'étonnerait pas, parce que on utilise en fait la misère entre guillemets du pauvre pour le rendre en spectacle. Finalement, je dis pas que c'est déjà le cas, parce que c'est pas le cas, mais finalement j'ai l'impression une extension un peu dystopique de ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que déjà en fait je trouve qu'on parle pas beaucoup de ça parce qu'on parle des technologies, mais en fait finalement les technologies ici n'aident pas l'égalité du monde, mais creuse encore plus les inégalités. On voit que la technologie est vraiment au service des plus puissants déjà, et a été détournée alors que ça aurait pu être utile à tout le monde, mais là c'est détourné toujours à des fins finalement pour divertir les gens, et aussi écraser parce que le show écrase finalement l'espoir révolutionnaire, l'espoir du prolétariat de s'en sortir, parce que finalement, est-ce qu'il y a un Running Man qui avait déjà gagné ? Non. Donc en fait, c'est des gens qui continuent à courir. En fait, tu continueras à courir après le pactole sans jamais attraper la carotte. Et en fait, c'est ce monde-là. Et le spectacle, le divertissement, en fait, sert à justement garder les gens en dessous. Et je trouve que c'est déjà ce qui arrive. C'est, par exemple, ça peut être abrutir, manipuler. En fait, le divertissement devient finalement une manière finalement de gérer l'opinion publique, mais aussi de
conserver un système de dominance en fait. Et je trouve que c'est déjà finalement ce qui arrive de plus en plus, ce qu'on voit de plus en plus. Finalement, les médias prennent de plus en plus de poids dans comment la société fonctionne. Au-delà de la télé, ça dicte la course. Partout, hein. Celui qui a si tu as une bonne présence médiatique, tu auras plus de chances, par exemple, d'être élu, d'avoir ton discours qui est relayé. Et je trouve que finalement, c'est une extension de ce qu'on a déjà finalement. Totalement. Et je passe du coq à l'âne, mais c'est important quand même qu'on évoque Edgar Wright, qu'on évoque le réalisateur, parce qu'on l'avait promis qu'on parlerait un peu de ce côté-là. J'aimerais que pour notre dernière thématique, on parle justement de ce film d'action version Wright, puisque Edgar Wright, donc, il a commencé avec des films de genre, souvenez-vous, la trilogie Cornetto, où on avait carrément Shaun of the Dead avec des zombies. Et là, c'est il a fait du film un peu social, qu'on pourrait qualifier de social. Là, c'est son premier film vraiment, un de ses films pure action. Running Man. Mais comment il y avait un peu Baby Driver aussi qui en fait partie. Mais on a donc ce film qui est son dernier. Est-ce que comment vous le placez vous dans sa filmographie en fait tout simplement? Comment vous placez ce film-là dans la filmographie d'Edgar Wright? Parce qu'il me semble qu'on a tous vu plus ou moins plein de films d'Edgar Wright. Moi, j'ai l'impression que ce film s'intègre dans sa filmographie de Yes Man. Parce que j'ai l'impression que c'est... Alors, explique, parce que Yes Man... Oui, c'est-à-dire... Que je dois expliquer. Non, mais... non, mais oui. Le film Yes Man, mais... En gros, j'ai l'impression que ce film est peut-être un de ses moins personnels, dans le sens où, je peux pas l'affirmer, mais t'as quand même l'impression que les studios étaient beaucoup derrière. Ça se trouve pas du tout. Et c'est juste lui qui a fait des choix qui étaient complètement délibérés. Mais j'ai quand même un doute vu ses anciens films et tu prends le film maintenant. En fait, tu me dis c'est pas un film tu m'aurais pas dit le réal, je sais pas si j'aurais pu dire c'est un film d'Edgar Wright, tu vois. Ah OK, oui. Alors que tu le voyais plus. Ouais. Alors que la trilogie Cornetto par exemple, mais tu vois vraiment que c'est très marqué et tu vois sa patte. Ouais, tu vois vraiment sa patte et même Baby Driver, tu vois. Baby Driver, c'est waouh, surtout parce que je trouve en fait Edgar Wright, je pense que son point fort c'est vraiment le montage. C'est plus que la composition des plans, c'est vraiment il a un sens du montage de fou. Et Running Man, je trouve c'est très il y a des moments intéressants, que j'ai trouvé intéressants, mais ça m'a pas chamboulé ou j'étais pas en mode waouh comme dans ces films. Donc j'ai l'impression que c'est un peu son film de beaucoup de réalisateurs qui percent et qui commencent à avoir des commandes à Hollywood, ils commencent à être lisses, ils deviennent de plus en plus lisses. Lisse, oui. Et du coup, où je le placerai, je le placerai c'est son film de Yes Man. Alors avant de faire rebondir Chloé et Thomas, j'aimerais à la régie si possible qu'on mette un extrait. C'est l'extrait, alors je sais plus le numéro, mais sur la direction directing Running Man, où on va voir un peu Edgar Wright parler. Et on reprend juste après pour avoir votre avis. Edgar's been one of my favorite filmmakers for so many years. I read the book when I was 14, but it really stayed with me. Edgar's put so much thought into every single frame of this movie, and so getting to live inside of this world was just incredibly special. The Stephen King novel was a great resource to create this whole other universe. Nice! That's great! Hey, big boys! It looks unbelievable. It's gonna be fun, it's gonna be wild. The action is non-stop. Bam, 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 bam! Alors c'est très drôle parce que là on a vu une bande-annonce forcément qui montre le travail de Wright. J'ai trouvé des critiques un peu de fanboy genre de Wright et peut-être ça va vous faire réagir. On a Aidan Kelly dans Collider qui nous dit les éléments caractéristiques à Wright, à savoir des montages impeccablement synchronisés, montage dont tu parlais, et des transitions musicales parfaitement synchronisées. Elles s'intègrent parfaitement dans l'univers loufoque de Running Man, selon Aidan Kelly. Et on a même John Nugent dans Empire qui nous dit que c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand film d'Edgar Wright à ce jour, qui est tout droit sorti du futur et des années 80. C'est une satire cinglante qui est aussi un blockbuster pétillant, divertissant. Donc on a des gens qui trouvent que c'est à la hauteur de cet autre film, mais vous en avez pensé quoi, je sais pas. Qui a dit ça? Alors on a je sais pas, peut-être des fanboys, mais on a John Nugent et Aidan Kelly. Mais en tout cas, il loue le montage. Vous le sentez aussi le montage ou
Ouais. Après, les goûts et les couleurs de chacun, j'ai envie de dire. Nous, on peut parler que pour nous-mêmes. C'est vrai que c'est un truc moi, que j'ai toujours aimé dans ces films, notamment dans Baby Driver. Non seulement ce montage très dynamique, mais aussi ses pointes d'humour. Il y a vraiment, je trouve... Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui fait que c'est drôle, justement, dans le montage, dans les moments de pause, dans le jeu des personnages. Pour le coup, dans Running Man, évidemment, il y avait aussi des petits moments comiques, mais je trouvais qu'il n'y avait aucune scène marquante. Et même si le montage reste un montage de film d'action, c'était pas aussi poussé que dans les films qu'il a pu faire avant. Après, je les ai pas tous vus, j'en ai vu que quelques-uns, notamment ses plus récents. Donc, je peux pas parler de la fameuse trilogie Cornetto qui, les tout premiers. Évidemment, visiblement se distinguait beaucoup des autres. Mais, Et déjà, pour toi, il y avait un peu plus peut-être de pattes aussi du réalisateur dans les précédents. Sûr. Oui. Okay. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Baby Driver. Tous, en fait, ici, Baby Driver, il me semble. C'est un bon film. Il combine... En fait, genre, c'est une combinaison parfaite entre musique, montage. Et en fait, la musique a tellement d'importance même dans l'histoire que c'est... En fait, tu pouvais pas faire mieux, genre en termes de montrer les deux dans le cinéma, tu vois, d'allier les deux dans le cinéma. Et juste pour dire, tu vois, c'est un film d'action, Running Man. Moi personnellement, il y a des scènes d'action qui sont dans ces autres films, notamment dans Dernier Pub avant la fin du monde. Ouais. Il y a des scènes d'action. Et je trouve qu'elles sont beaucoup plus réussies parce qu'il y a des scènes de combat. De pure action, combat. Il y a des scènes de combat et je trouve qu'elles sont vraiment réussies, alors que pourtant c'est pas les personnages ne sont pas des combattants. Mais je trouve que c'est vraiment très brillant en scène, alors que dans Running Man j'ai senti le truc plus classique, tu vois. Ouais. Alors, plus lambda. Grosse scène de combat en vérité. Ouais, j'ai senti le truc lambda. Il y a des bonnes idées de mise en scène quand même. Thomas aussi, pour avoir ton avis sur le réal. En fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord dans le sens où j'ai l'impression qu'on perd un peu sa patte. Moi, son film préféré de lui, c'est Shaun of the Dead. J'adore. Le tout premier. Oui, j'ai adoré parce que j'ai vu à quel point en fait on pouvait être subtil avec de l'humour. Et surtout en parodiant un peu le film de zombies. Et en fait, j'aime beaucoup ce qu'il a amené dans le scénario. D'ailleurs, il a été récompensé l'équivalent britannique des Césars au niveau du scénario, et à juste titre, parce que je trouvais qu'il était finement écrit, mais je vais pas m'attarder dessus. Et pour dire que là, on est au niveau scénario, oui, c'est plus classique. En termes de réal, oui, c'est plus classique. Et j'ai l'impression que, bien sûr, il y a peut-être une part des studios, et peut-être parce que Edgar Wright, il tenait vraiment beaucoup à ce message social qu'il voulait envoyer, et peut-être que finalement il voulait le rendre encore tellement grand public que finalement il s'est un peu perdu, il a perdu sa patte. Et moi au contraire, je lui reproche, parce qu'il aurait dû garder cette patte là, parce que je trouve que finalement son message social serait mieux passé, peut-être d'après lui moins clair, ou peut-être que il aurait eu peur de faire du comique sur du sérieux, en fait, finalement sur des sujets sérieux, et il a préféré prendre je prends pas le risque, je fais un truc extrêmement grand public, quitte à en devenir finalement pas si grand public que ça, parce que il a fait des facilités, il a pas tenté les choses, et j'ai l'impression c'est un peu un pétard mouillé, parce que il a voulu faire passer son message tellement clairement que ça lui a coûté son style. Juste pour compléter ce que Thomas a dit, aussi, vu qu'il a commencé avec des films comiques, ils ont commencé comme ça parce qu'il écrivait avec Simon Pegg en plus pour la trilogie Cornetto, qui est le comédien principal de tous ces trois films. C'est là où il était bon aussi, c'est que il arrivait très bien à prendre un sujet qui pouvait être sérieux. Shaun of the Dead, ça parle de l'amitié, ou de la société anglaise aussi. Hot Fuzz, ça parle aussi de la société anglaise, surtout en campagne. Et Dernier Pub avant la fin du monde, ça parle sur le fait de grandir. Et tous ces sujets-là sont mélangés à des genres cinématographiques différents, science-fiction, action, films policiers, plein de trucs, et tournés sur de la parodie et de l'humour. Et du coup, c'est ce qui marche dans ces films aussi, parce que du coup, les personnages sont grossiers et sont caricaturaux, mais c'est ce qui fonctionne parce que c'est... Le parti pris de l'humour y est à 100%. Et là, tu te souviens d'eux, je trouve. Tu te souviens, ils sont remarquables, quoi. Voilà, tu te souviens d'eux. Non, t'inquiète. Et surtout, tu l'acceptes parce que tu sais que c'est de la comédie. Là où dans Running Man et même dans Last Night in Soho, ces côtés-là marchent moins bien, je trouve, parce que tu sens qu'il est plus complètement dans la comédie. Il essaye d'en faire quand même à des petits moments, et à des moments, il essaie de passer un message sérieux.
Totalement. Et je suis désolé, passer de sujets dans la trilogie Cornetto, qui sont l'amitié, le fait de grandir, l'amitié, etc., et la société même britannique de manière générale ou dans les campagnes, à les riches c'est les méchants et les pauvres c'est les gentils. Pour moi, j'ai retenu ça de Running Man. Oui. Je trouve que c'est un peu dommage. En termes d'évolution de cinématographique pour un réalisateur, c'est pas... Je trouve qu'il y a un exemple très bien et très rapide, c'est dans le dernier pub avant la fin du monde. En fait, dans leur enfance, il y a plein de bières différentes dans les bars. Et en fait, maintenant, tous les bars ont une et unique bière, une bière de con, en fait. Et en fait, c'est en mode, c'est comme à l'ancienne. Et en fait, tout a changé. Et en fait, ça parle même du fait que tout s'est uniformisé, que plus rien n'a vraiment de substance et que nos sociétés vont vers le capital à tout prix, plutôt que finalement être fidèle au service qu'ils proposent. Par exemple, un pub qui sert qu'une bière, quoi. Genre, c'est une dinguerie, genre. Et donc, je trouve que ça, comme message social, déjà, ça me fait rire. Mais de deux, ça m'a marqué. Je me dis, ah oui, putain, ça m'a marqué. Ouais. Et là, comme on me le fout dans le gosier et que c'est trop pas subtil. Enfin non, c'est trop peu subtil. Ça passe moins, surtout, en fait. attends, je finis. C'est pour montrer aussi que, regarde, un autre film de ce réalisateur, il y a 1000 fois plus de choses à dire intéressantes. C'est que, regarde, il a parlé du fait que, en fait, toute la question aussi du film, c'est est-ce que c'est la ville de leur enfance qui a changé ou c'est eux qui ont changé. Et en fait, c'est un peu dans le dernier pub, ouais, c'est un peu des deux parce qu'en fait, la ville a changé parce qu'il y a aussi les extraterrestres là qui ont et aussi dans leur groupe d'amis. En fait, il y en a un qui a pas changé du tout et les autres ont changé. Mais en fait, plus le film avance, tu te comprends qu'ils ont quand même... En fait, il y a une ambivalence ils ont changé un peu tous les... Il faut un peu un équilibre des deux. Oui. Voilà. Et enfin bref, je trouve que c'est beaucoup plus subtil. Il y a plus de subtilité, plus d'originalité. Alors, vous le sentez venir puisqu'on approche de la fin de l'émission. Alors, moi, je vois t'as la goutte de sueur qui non, j'ai pas. Ah bah oui. Attends, il faut que je présente le show quand même. Non, mais là, vous savez, en général, je cite une critique. Alors, d'habitude, je fais deux critiques qui s'opposent, mais là, je pense que on va juste citer celle-là parce qu'elle prend beaucoup de points en compte. Et vous rebondissez là-dessus pour faire un peu le mot de la fin. C'est Molly Edwards dans Total Film qui nous dit au final, Running Man est un film d'action banal, ce qui est extrêmement décevant pour une adaptation d'une histoire de Stephen King, réalisée par un cinéaste aussi talentueux que Edgar Wright, et qui met en vedette l'un des acteurs les plus prometteurs du cinéma, Glenn Powell. Vers la fin du film, le méchant incarné par Brolin résume sa philosophie en une phrase concise. Il suffisait de les divertir. Il est dommage que le film n'y parvienne pas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qu'on a dit là, dans le sens où c'est un film banal. Est-ce que c'est le bilan qu'on a envie de dire, même si c'est dommage d'en arriver là, mais... C'est vrai que c'est un film qui est pas marquant, mais dire qu'il est banal, je trouve que c'est peut-être un peu dur. Trop, parce que moi j'ai pris du plaisir quand même à le revoir. D'accord, oui, il faut admettre. J'ai pris du plaisir. C'est pas un mauvais film, c'est juste c'est pas un film qui est à la hauteur de ce qu'il nous promet, tout simplement. À la hauteur des autres films du réal aussi, comme on l'a dit juste avant. C'est souvent pour le réal. Oui, voilà, peut-être. Après, encore une fois, j'ai pas vu tous ces autres films, mais pareil, je me suis pas ennuyée. J'ai passé globalement un bon moment. Après, c'est sûr que c'est pas un film que je vais avoir envie de revoir dans 1 an ou 2, quoi. Par contre, pour ce qui est de Glenn Powell, parce que la critique en parle, moi je l'ai trouvé hyper convaincant. T'adores l'acteur. Pas spécialement, j'ai pas d'atome crochu avec lui, mais j'ai trouvé qu'il jouait bien. Qu'il jouait vraiment bien, ce mec genre énervé, qui va tout défoncer. C'est vrai qu'on en a pas parlé de Glenn Powell. Il y avait un truc un peu exutoire où j'étais en mode putain, vas-y mon gars, j'ai envie de m'énerver avec toi. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai bien aimé son énergie, sa force. J'avoue que ça c'est bien amené dans le film au moins. C'est que tu comprends très vite que le personnage. Non mais c'est vrai que tu comprends que ce personnage est quelqu'un en colère. Oui, c'est vrai, c'est clair. Et ça sort pas de nulle part. Et il joue bien en fait, tout simplement. Voilà. Et non, moi je dirais. En fait, moi, il y a une chose qui peut me faire détester un film, c'est quand on essaie de me donner des leçons de morale. C'est tout. Et du coup, j'ai pas passé un mauvais moment, mais le fait qu'à des moments, j'ai senti ce côté-là, ça m'a fait ça me crispe. Et du coup, s'il y aurait pas eu ça, je pense que j'aurais été en mode. Ouais, vraiment, c'était bien, c'était cool. Mais voilà. En vrai, juste la scène de la voiture. Mais en vrai, non, s'enlève la scène de la voiture. Non, il y a d'autres moments. Je pourrais plus citer parce que j'ai oublié la moitié du film déjà. Oui, mais non. Il y a plusieurs moments. Tout ça pour dire que. Voilà. Enfin, les amis, avant de conclure, on va passer à un de nos moments préférés. Pas pour tout le monde, mais vous, je sentais venir, je l'ai pas teasé au début. Les amis, c'est le Jingle Quiz. On va lancer le jingle là tout de suite, la régie.
merci pour le quiz. Alors, je rappelle les règles quand même parce que bon, ici il y a des vétérans qui en ont fait plein. Mais Chloé, c'est ton premier jingle quiz. Notre chroniqueuse. Donc, en fait, je vous explique simplement un point par question. Des fois, il y a des petites subtilités, je le précisais, là, il y aura 2 points, etc. On adapte les règles comme d'hab. Mais en fait, c'est tout simple. C'est que vous pouvez répondre dès le début de la question. C'est parti, et vous pouvez répondre. Voilà. Même si je n'ai pas terminé la question, vous avez le droit de me couper. Et ensuite, c'est tout simple, je n'ai pas terminé ma phrase, Je précise cependant, vous avez le droit à une seule réponse. Si je vois que tout le monde a répondu et que ensuite, il y a personne à trouver la réponse, là, on voit, mais vous pouvez vous précipiter. Par contre, si vous êtes trompé, parce que vous n'avez pas eu la fin... Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. Voilà. Ah, il y a aussi le public. Alors, je ne sais pas si on nous suit beaucoup sur le live. Il y a 3 personnes. Ah, il y a 3 personnes. 3 personnes. De nombreux téléspectateurs. On va participer aussi. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Ok, ça va être la première question du quiz. Alors, je précise, même si vous le voyez en replay chez vous sur YouTube, etc., n'hésitez pas à jouer aussi. Bon, ça peut vous amuser. Alors, première question. Qui apparaît sur un billet ? Arnold Schwarzenegger. Ah, je crois que tu vas dire en premier. Il a dit en premier. Alors oui, exactement, c'est Arnold Schwarzenegger qui apparaît, le Schwarzy, j'adore qu'on l'appelle Schwarzy, donc en référence bien sûr au premier film, c'est évident. Son billet apparaît sur un billet de... Je savais qu'il allait poser cette question. En vrai, c'est pas des questions très, très complexes si vous êtes un peu renseigné sur le film, autour du film, etc. Mais je sens qu'il y a de la compétition, à part Thomas qui était... Non mais en fait, moi j'ai un temps de réaction trop grand. J'avais la réponse, je le savais depuis le début, je savais que ça allait arriver. Juste, j'ai raté le créneau, quoi. Il a été réactif là. C'est vrai, c'est vrai. Alors celle-là, c'est une question que j'aime beaucoup. On va voir qui aura en premier. Qui a personnellement aidé Glenn Powell pour lui apprendre à courir dans le film? Il sait pas courir à la base. Il y a quelqu'un qui a aidé Glenn Powell, je précise, à courir. Je crois que j'ai lu des choses concernant Tom Cruise. Oui, c'est Tom Cruise. Alors, comment tu sais ça? C'est dingue. Non, mais c'est parce que je me suis renseignée un petit peu sur les réseaux. Voilà quelqu'un qui travaille bien. Non, mais c'est marrant parce que le fait qu'elle le dise, je me suis dit, putain, c'est logique. C'est logique. Alors, parce qu'en fait, c'est pourquoi Tom Cruise? Parce que alors, on va le préciser. J'ai jamais vu courir dans l'émission Impossible. Alors, déjà, il y a plein de gens qui courent dans plein de films. Alors, Tom Cruise est l'acteur certainement qui est le plus connu pour sa course parce que chaque acteur, j'avais vu quelqu'un sur les réseaux qui reprenait les courses des différentes personnes, c'est fascinant. Mais chaque acteur a un peu ses manières de courir un peu iconiques. Et c'est vrai que s'il y en a une à retenir, c'est celle de Tom Cruise parce qu'elle est mythique, parce qu'il est très connu pour ses courses. Déjà dans l'émission Impossible, il court tout le temps, mais même dans ses autres films, il court. Mais direct quand même. Mais ouais, c'est logique. Mais il y a une précision en plus, c'est que rappelez-vous en fait. Glenn Powell en fait a tourné dans Top Gun Maverick, donc qui est la suite de Top Gun, avec Tom Cruise de Joseph Kosinski en 2022. Et en fait, ils sont un peu liés d'amitié tous les deux. Et Tom Cruise a personnellement coaché en disant une phrase un peu drôle que j'ai vue dans une interview où en fait, Tom Cruise explique à Glenn Powell qu'on ne court pas aussi bien dans la vraie vie que dans les films en fait. Et qu'en fait, on rend souvent moins bien quand on court que ce qu'on croit. Et du coup, il a aidé à apprendre comment bien rendre à la caméra quand on court. Je trouvais l'anecdote intéressante, donc bravo Chloé. Alors là, je ne sais pas si vous allez la voir, mais c'est plus une anecdote, mais on ne sait jamais. Le logo géant N au-dessus du bâtiment Network est en rouge et ressemble à quelque chose. À quoi et pourquoi? Si vous savez pourquoi, bravo. Donc en gros, le Network, c'est-à-dire là où sort l'émission, il y a un grand N qui est affiché. Pourquoi il y a un grand N? Là, c'est pas du dollar. C'est les New Dollars. Non, alors. Ça ressemble à Netflix. Ça ressemble à Netflix. C'est Netflix. Mais après, pourquoi Netflix, t'as une moitié de point déjà pour Netflix, c'est bien. C'est un des plus grands. En fait, plus grosses plateformes maintenant, mais. Edgar Wright, le réalisateur, en veut à Netflix. Mais pourquoi? C'est vraiment une tacle envers Netflix. Hein. Ça, c'est vraiment un truc de. C'est assez niche, mais j'aimais bien l'anecdote. C'est en fait parce que Netflix a diffusé une des bandes annonces de son film Le Dernier Peuple avant la fin du monde en révélant totalement la fin du film. Donc en spoilant à plein de spectateurs sur Netflix. Et du coup, Edgar Wright depuis déteste Netflix. Et après, il fait le moralisateur sur les riches et les pauvres. mais en fait, je trouvais ça assez fun. Mais du coup, oui, effectivement, c'est une vraie référence à Netflix. Vous voyez le N dans le film. Bon, c'est très subtil, mais voilà. Mais on va dire un demi-point. Allez. L'année 2025 est spéciale pour le film, mais pourquoi?
Pourquoi le film est sorti en 2025 ? Le film, là, dont on parle. Oui. Mais pourquoi c'est très spécial ? C'est un rapport avec tout l'univers Running Man. Si vous avez suivi... En fait, il ne faut pas confondre les films, les livres. J'en dis pas plus. On disait pas tout à l'heure que dans le film, avec Schwarzy, ça se passait genre en 2017, entre 2017 et 2019. Ça se passe en 2017 dans le film. Et là, c'est autre chose. Est-ce que là, du coup, c'est pas un truc du style ça se passe en 2025 oui, selon qui dans le livre de Stephen King. Ouais, je passe le point à Chloé parce qu'elle avait développé le truc. Dans le livre de Stephen King, ça se passe en 2025. L'histoire se passe en 2025 dans le livre qui est sorti en 82. T'as pas des meilleures questions ? Écoute, c'est le symptôme de Thomas de quand on n'a pas les réponses. En fait, on rage, on dit les questions sont pas bien. Moi, je ne rage pas. Sachez, dans les premières émissions, il y avait des trucages en live, mais il n'y a pas de souci. Vous reverrez les replays des premières émissions. Il y a beaucoup de tricherie, mais attention. Ça va, je n'ai pas détecté, j'avoue. Je suis bon perdant. Non, effectivement, c'est dans le livre. Dans les livres, en fait, l'histoire se passe en 2025. Donc, en fait, il y a aussi, c'était assez symbolique, en fait, le fait que Edgar Wright le réalise en 2025 pour parler d'une histoire qui dans le livre se passait en 2025. Si je peux me permettre. En fait, ça enlève un point là. J'enlève un point. Non mais je trouve l'arbitre là. Il critique l'arbitre. Non mais en fait c'est intéressant de voir aussi les époques qui passent et en fait le fait que Stephen King passe le relais en créant une histoire de 2025. Vous trouvez, là les gens qui vont regarder ça, vous trouvez ça intéressant que genre. Vous commenterez si vous trouvez vraiment que les questions sont pas assez bien. En fait dans le livre c'est la même époque. Non c'est la même année exactement. Mais c'était pas fait au hasard. La même année. Bon bref, alors là c'est une... Alors on va tout de suite parce que je n'apprécie pas qu'on critique l'arbitre. Non, c'est pas une question, j'ai pas eu la réponse, c'est vraiment je trouvais l'anecdote pas ouf. Mais écoute, on va voir si t'as la prochaine. Combien d'histoires de Stephen King ont été adaptées au cinéma cette année ? Cette année ? Cette année 2025 ? Non. Combien d'histoires de Stephen King ? C'est quoi la Alors, si vous avez suivi un peu l'actu ciné, combien de livres de Stephen King ont été adaptés au cinéma cette année ? De livres ? Enfin, d'histoire, de manière générale. De livres ou d'univers ? D'histoire, parce qu'en fait, c'est des livres, mais ça peut être des petites histoires, des nouvelles, en gros, pardon, ou des romans. Voilà. Je sais qu'il y a une nouvelle série sur ça. Moi, je dis au cinéma. Oui, au cinéma. Au cinéma, long métrage. Il y a eu 4 longs... du coup, il y en a 4. Il a dit 4. Voilà, il a éliminé la question. Du coup, il y a eu 4 longs métrages, donc c'est combien ? Voilà, bon. Non, alors je présentateur. Oui, effectivement, il y en a eu 4. Mais de toute façon, mon Dieu. Les gens l'avaient pas. 3 ou 4, moi, j'étais pas encore sûr. Non, mais n'importe quoi, oui, t'allais donner la bonne réponse. Après la réponse, moi j'allais dire 4. J'allais dire en fait. J'allais dire 3 ou 4. Merci. Non, alors par contre, allez, vous avez un point par autre que Running Man. Si vous en trouvez, vous avez un point sur les 3 autres. Ok. Autre que Running Man, évidemment. Si vous avez suivi l'actu ciné, il y en a un quand même qui a fait parler de lui. Pas mal. En fait, je sais qu'il y en a un, mais je pourrais plus dire le nom, je me rappelle plus du nom. C'est pas avec une fille. Il y en a un avec un personnage principal, c'est une femme. Merci. C'est pas un film au cinéma ? C'est pas. Il y a une fille dans le film. Non mais j'avais vu l'affiche, mais vraiment. Il y avait écrit adaptation de Stephen King et bref, je pourrais pas dire, je connais en fait. Moi, j'ai pas les. Si vous connaissez bien Stephen King, vous pourriez trouver. J'ai peur de dire une énorme connerie, mais Évanoui. Non, Évanoui n'est pas de Stephen King. Vous auriez pu. C'est juste un très mauvais film. Salem. Non, parce qu'ils sont là. Non, bon, vous l'avez pas. Il y en a un que j'ai adoré, il est dans mon top 3 des films. Et c'est adapté d'une nouvelle qui est en plus assez récente, c'est The Life of Chuck. Oh, waouh! De Mike Flanagan, la vie de Chuck. En plus, il est incroyable ce film. Il est génial. Oui, mais moi, c'est un de mes films préférés de l'année. C'est Stephen King. On a même pas fait une émission dessus, quoi. Ouais, on aurait pu. Il y a Marche ou crève de Francis Lawrence et il y a The Monkey de Oz Perkins. Donc, c'était les 3 autres films avec Running Man. Et ça, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, ça a l'air. Ça a l'air. Le rageux originel, hein, vraiment pour moi, le rageux originel. Voilà, vous noterez quand même que Tom râle avant d'avoir vu les films. Son tout a été déformé dans cette émission. Voilà, ça a été amplifié comme dans Running Man. Tom est notre Running Man. Parce que vous savez très bien que je suis pas comme ça d'habitude. Vous savez très bien que c'est pas moi le méchant. Regardez, c'est pas moi le méchant. Il y a une personne avec un costume ici. C'est lui le responsable. Et je dirais pas
pas qui c'est. Non, mais en plus, il est jaune, donc voilà. En fait, il y a une nouvelle chroniqueuse et elle est déjà championne parce que c'est toi qui as gagné cette. Il n'y a pas de questions sur les musiques. C'est trop une dinguerie. Radio quiz. Il n'y a même pas de questions aussi sur. Félicitations d'ailleurs, Chloé. Félicitations, bravo. Mais il n'y a pas eu de questions non plus sur plus large, sur Edgar Wright. C'est vrai. Alors, je l'ai trouvé. Ce n'est pas parce que Chloé a gagné, je précise. C'est parce que Chloé a gagné. C'est parce que Chloé a gagné. Si je peux me permettre, tout. Les questions sur les musiques, mais je sais que vous les auriez pas eues. Vas-y, tente. Il y a une musique. Alors, on va voir. On va voir. Désolé, Chloé, je vais peut-être te voler la victoire sur celle-là. Il a vu les musiques. Il a cherché les musiques. Non, parce que j'en ai reconnu. Elle a 2 points et demi. Elle a 2 points et demi, t'as 1 point et t'as 0. Peut-être que je serai deuxième alors, mais ça me va très bien. Alors, je peux te ruiner sur ça. Il y a une musique au début du film qui s'appelle Underdog de Sly and the Family Stone. Cette musique reprend sur sa ligne, on va dire, musicale, une comptine française, une musique traditionnelle française. Attends. Dans le film ? Mais au tout début, à la scène d'intro. Frère Jacques. Frère Jacques ? Oui. T'as un bâtard. Voilà, ça revoit le frère Jacques. Je trouve ça trop drôle. J'ai pas du tout fait gaffe. Ouais, et en plus, sur le moment, j'ai fait gaffe, mais maintenant, je me souviens du bon. Je me dis, ça me rappelle un truc. Bon, après, de toute façon, je pense que je ne les ai pas eu. Il y a une musique d'un célèbre blues jazzman. Miles Davis. Oui. China Blue. Je l'ai reconnu. Je savais que tu allais en parler. Je savais. Il a un point. Je me suis dit que tu allais en parler et je voulais avoir ce point. Voilà. Il y a du Miles Davis. Je voulais l'avoir parce que j'adore Miles Davis. Il y a du Miles Davis dedans. Merci. Bien joué. C'est bon, on peut finir le quiz. C'est bon. Mais bon, effectivement, j'aurais aimé faire plus de questions sur Edgar Wright, mais manque de proportion. Mais de toute façon, Chloé a gagné, c'est officiel. Voilà. Non, mais c'est pas pour ça, c'est pour la culture. C'est vrai. Là, je crois qu'il y a des gens qui s'agitent là-bas. Il y a des gens qui s'agitent à la régie là. Mais de toute façon, on a fini le quiz et donc maintenant on va pouvoir conclure tranquillement notre émission. Alors avant de conclure, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes ici présentes. Bon, déjà les chroniqueurs, merci à vous, merci à... Donc Chloé, je précise. Donc ici tout le monde est de l'association Radio Ciné, puisque Radio Ciné c'est pas juste le podcast, c'est l'association. Chloé a monté beaucoup de contenus, plein de reels notamment, etc. C'est une monteuse. Donc Chloé, Lucas, n'hésitez pas à checker son profil. Et merci encore les amis, Tom, Thomas, fidèles de l'association depuis le début. Nous avons Abel et Guillaume, Abel Duflo, Guillaume Volant ici, qui réalise l'émission à la régie, accompagné par Antoine Courret du Labo 6 de la Maison Étudiante. Donc merci encore à la Maison Étudiante puisqu'on enregistre ici. J'aimerais également remercier Nathan Paillusson, l'ingé son, qui a permis, grâce à lui, on a une qualité sonore qui s'est vraiment améliorée. Merci beaucoup Nathan Paillusson. Nathan Rivière qui nous aide à la communication. Et également, nous avons Alexandre Moreau qui a aidé à préparer l'émission aussi au niveau des caméras, des lumières, etc. J'aimerais remercier, comme toujours, Oura Studio et Paul Battista pour les graphismes et la musique de l'émission. Tous les membres de Radio Ciné, l'association qui permet de faire ce podcast et tous les autres contenus que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux et ailleurs. Qu'il s'agit d'une tradition dans l'émission, si vous nous suivez. On termine comment ? On termine par parler d'un autre film, ouvrir sur le débat sur un autre film sorti récemment au cinéma idéalement, qu'on a bien aimé. C'est notre manière à nous de conclure avant le générique de fin. Alors, qui a envie d'ouvrir le bal sur la petite recommandation autre que Running Man ? Je peux, le temps que vous réfléchissez à la vôtre. Vas-y Thomas. L'inconnu de la Grande Arche. Alors, oui. Bon. Tu l'as vu aussi ? Oui, j'ai adoré. Mais moi, j'ai bien aimé. Bon, il y a des choses que je n'ai pas aimées dedans, mais globalement, j'ai adoré ce dont il a, enfin par rapport le lien entre l'artiste et on va dire la réalité sociale, l'argent, on va dire la production, on va dire. Je veux dire l'artiste et la production. Là, c'est un architecte et l'État français ou le gouvernement en général. Et en fait, le lien où l'art, à quel point l'art se confronte aussi aux réalités économiques, aux décisions politiques, et à quel point du coup l'œuvre d'un artiste peut être déformée à cause de ça. La difficulté d'un artiste à être fidèle à son art à cause de tous ces facteurs-là qui vont jouer, que ce soit politique ou environnemental. En fait, tout ça, je trouvais ça extrêmement intéressant.
Mais bon, le film, c'est pas le plus gros film du siècle, mais allez le voir parce que c'est intéressant. Ah, ça vaut le coup. En tout cas, je serais pas pour forcément allé le voir. comprendre ce Donc que vit un artiste quand il est contraint par la production. Par exemple, un réalisateur qui est contraint par la production de faire certains choix, et ben là, c'est vraiment à 100% ça, quoi. C'est on prend note, et du coup, en plus, Chloé, j'avais vu aussi, tu conseilles, on prend note pour l'Inconnu de la Grande Arche. Chloé ou Tom qui veut ensuite conseiller un film? C'est vrai que j'aurais pu parler de l'Inconnu de la Grande Arche. J'allais parler d'Arco, du coup, le film d'animation. Génial, j'ai adoré. De Hugo Bienvenu. Non. Avec les arcs-en-ciel. C'est français, il me semble. Le petit garçon qui voyage dans l'arc-en-ciel. Ça, c'est l'âge de glace, hein, tu te trompes. Il est ailleurs. C'est génial. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très poétique et en même temps très profond sur des questions actuelles, comme évidemment le changement climatique, etc., l'adaptation de nos sociétés. C'était une super belle découverte. Voilà. Je valide totalement cette décision. En plus du cinéma d'animation, on va peut-être faire, je tease pour la suite, on va peut-être faire du cinéma d'animation à un moment, donc c'est bien que tu cites aussi que tu ouvres les portes à ce niveau-là. Mais c'est pas trop, c'est pas famille, c'est genre vraiment. Non, pas du tout. Non, Okay. non, moi j'ai presque pleuré. Je vais y aller. C'est ce genre de film. Et si on peut pleurer sur le film. C'est vrai. Je te jure. Mais il faut que je le voie. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. C'était pour le coup, on a beaucoup dit que Running manquait de subtilité. Voilà, Arco était très très subtil et très émouvant. Merci pour ce conseil. En vrai, je vais faire simple parce que j'ai pas vu de bons films au cinéma récemment et je suis pas allé trop au cinéma aussi récemment. Non, en vrai, si vous avez vu Running Man mais que vous avez pas vu les autres films d'Edgar Wright, regardez juste la trilogie Cornetto parce que pour moi c'est sa réussite. C'est coécrit avec Simon Pegg, et je trouve que ça aborde des sujets qui peuvent parler à tout le monde. Vraiment, c'est des sujets qui sont profonds et aussi larges. Et je trouve que c'est très subtil, ça mélange tous les genres possible et imaginable dans de la comédie. Voilà. Par exemple, dans Hot Fuzz, je trouve ce qui est exceptionnel, c'est un film policier qui mélange du slasher, même à des moments, de l'action. Mélange des genres. Ouais, voilà, trop bien. Et il est très fort là-dedans. Donc franchement, si vous avez dit... vous trouvez que Running Man c'est un chef-d'œuvre, bah regardez sa trilogie parce que et vous allez kiffer. Vous allez comprendre ce que c'est. Parce qu'on aime Edgar Wright. Voilà. Mine de rien. Et de mon côté, on a failli en parler, mais j'ai vu Frankenstein de Del Toro, je le conseille. J'ai vraiment kiffé le Frankenstein. Il est au cinéma ? Alors non, sur justement, Netflix. pourquoi on n'en a pas Sur parlé ? le network. Voilà. Donc c'est pas un film en salle alors. Ce n'est pas un film en salle, donc c'est exactement la raison pour laquelle nous n'en avons pas parlé, parce qu'ici on prône le cinéma et on a envie que les gens aussi aillent en salle, c'est le but. Donc, et on fait comme Edgar Wright, on boycotte Netflix. Et d'une certaine manière, non, mais on il faut Del aller au Toro cinéma. aussi. Mais on adore Del Toro. Moi, Labyrinthe de Pan, par exemple, c'est un de mes films fétiches. Et Frankenstein, c'est génial. Voilà, c'est génial. Juste dommage qu'il soit pas au cinéma. On en aurait peut-être parlé sinon. Mais il y a une avant-première au Grand Rex, je crois, mais ah ouais, voilà, c'est pas d'autres projections. C'est ça. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce huitième épisode de Radio Ciné. Ça fait vraiment très plaisir. Consacré à Running Man, on espère qu'il vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode qui arrive très bientôt. Suivez ça de près. C'était Radio Ciné. À la prochaine.